Bonsoir à toutes et à tous. Pour tenir les exigences du direct, puisque nous sommes retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences, nous allons commencer à l'heure. Merci à vous toutes et tous d'être présentes et présents en chair et en os à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est une bonne nouvelle puisque l'année dernière, nous n'avions pas pu tenir cette conférence en raison de la crise sanitaire. Mais donc nous sommes également en visio avec donc, le direct qui est retransmis et un replay sera également disponible si vous en voulez encore dans les jours à venir. Je suis Amandine Berton-Schmitt, je travaille au centre Hubertine Auclair. Le centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. C'est un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France qui a pour mission d'accompagner toute personne ou toute structure qui a un projet en faveur de l'égalité femmes-hommes en Île-de-France, notamment les collectivités locales, les établissements scolaires, les associations, etc. Nous sommes très fiers que le centre porte le nom d'Hubertine Auclair, que vous connaissez probablement, une grande féministe suffragiste du XIXe siècle, qui a combattu ardemment pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour la réforme du costume, ce qui nous réunit aussi ce soir. J'ai le plaisir d'animer cette conférence débat autour du vêtement et des questions de genre organisée dans le cadre de l'exposition Jean qui se tient actuellement à la Cité des Sciences et que vous pouvez voir jusqu'au 8 mai 2022. Donc vous avez encore un petit peu de marge. Autour d'une telle exposition sur le jean, nous aurions pu parler d'écoféminisme et de la place des femmes dans cette industrie textile très polluante. Mais nous avons déjà évoqué, pour celles et ceux qui étaient déjà là lors des saisons précédentes, ce thème ici même en 2017, donc il nous a semblé évident de revenir aux bases, voire aux basiques, puisque nous parlons mode, en tentant d'analyser ce soir le thème « Genre et vêtements, des codes à déconstruire ». Nous procéderons comme d'habitude en deux temps. Un premier temps d'échange d'1 heure avec nos 3 intervenantes et intervenants que je remercie d'ores et déjà, suivi d'un temps d'échange avec vous d'une demi-heure. Donc les personnes qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions dans le chat et on pourra y répondre évidemment ici. Donc pour celles et ceux qui sont là et celles et ceux qui sont derrière leurs écrans, n'hésitez pas à noter vos questions lorsqu'elles viennent et puis on prendra un temps après les échanges pour y répondre. Donc j'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés, ou un peu plus loin, par ordre alphabétique, Christine Barr, qui est donc à distance. Son train a été malheureusement annulé, et donc nous n'avons pas le plaisir de l'avoir avec nous en physique, mais elle est là, bien affichée à l'écran. Christine Barr, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et membre du CNRS. Vous êtes notamment l'autrice d'une histoire politique du pantalon et d'un ouvrage intitulé « Ce que soulève la jupe », qui tous les deux parus en 2010. Et paraît ces jours-ci une réédition de votre ouvrage « Les garçons, mode et fantasmes des années folles » aux éditions Autrement. Bonsoir. Damien Delille, à ma droite, maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Genre, androgyne, art, culture visuelle et troubles de la masculinité 18e siècle, 20e siècle ». Et vous avez co-dirigé l'ouvrage « Modes et vêtements, retour au texte », sorti tous les deux en 2020. Et enfin Manon Renaud, vous êtes doctorante. Votre thèse concerne la mode et la notion de temporalité. Et vous êtes enseignante à la Sorbonne Nouvelle et à l'Institut français de la mode. Et vous êtes également journaliste mode aux Inrocks. Merci également d'être présent et présent. Pour introduire notre discussion, je voudrais vous lire un passage de l'ouvrage de Michel Pastoureau, « Les couleurs de nos souvenirs », paru en 2010, vous l'avez peut-être lu, qui relate un épisode qu'on pourrait avoir du mal à dater. Je vais vous lire ce passage. Il s'appelle « Des pantalons subversifs ». Janvier 1961, hiver froid, glacial même. La neige tombait en abondance, peu après les fêtes ne font pas. Les rues et les trottoirs sont particulièrement glissants. Je suis élève en classe de 3e au lycée Michelet de Vanves, une classe mixte, ce qui est rare dans cet établissement où les filles sont nettement moins nombreuses que les garçons et seulement admises de la 6e à la 3e. À partir de la seconde, dans les établissements publics, la mixité passe pour dangereuse. En règle générale, les filles n'ont pas le droit de venir en classe en pantalon. Seul le bas de survêtement est autorisé pour les cours d'éducation physique. Le reste du temps, jupes ou robes sont de rigueur.
Une exception toutefois, les jours de grand froid, où le pantalon est toléré, à condition que ce ne soit pas un blue jean, vêtement jugé inconvenant, sinon subversif. Malgré cette tolérance, un mardi matin, 2 élèves, 2 sœurs, l'une de ma classe, l'autre en 5e, se voient interdire l'entrée du lycée. Elles sont venues en pantalon, et bien que ce ne fût pas un jean, les cerbères de la conciergerie ont jugé ces tenues déshonnêtes et les ont refoulées. Le lendemain, l'affaire s'envenime, les parents d'élèves s'en mêlent, des pétitions commencent à circuler, des rumeurs également. Ne connaissant pas les raisons exactes de l'exclusion, les élèves mâles du lycée se mettent à fantasmer sur les fameux pantalons. J'avais envie de vous lire le passage parce qu'il fait vraiment écho à beaucoup de choses que nous avons vécues l'année dernière. Et je remercie Anne-Charlotte Hartmann de l'association Studio Habit, qui est une association qui fait de l'éducation aux vêtements et parle aux vêtements au-delà du genre, qui m'a signalé ce passage qui fait écho, vous en conviendrez, assez fortement avec les événements de contestation qui ont eu lieu dans les lycées à la rentrée de 2020, où les lycéennes ont revendiqué le droit de pouvoir s'habiller comme elles le veulent, dénonçant l'application de règles différentes pour les filles et les garçons en matière vestimentaire. Règles qui, comme dans le texte de Michel Pastoureau, renvoient à la sexualisation du corps des filles et du contrôle permanent du corps des filles par l'institution scolaire. Les choses changent-elles? Difficile de s'en convaincre. Une petite note d'optimiste passée assez inaperçue. Je vous signale qu'une circulaire récente, publiée le 30 mars dernier dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale, sur l'accompagnement des élèves trans au sein de l'institution scolaire, alors circulaire sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire par ailleurs, prévoit, je cite, que les règles de vie scolaire, en particulier celles relatives aux tenues vestimentaires, ne doivent pas faire l'objet de consignes différenciées selon le genre. C'est une grande première. Alors, s'il convient de pas être trop optimiste et d'être prudente et prudent quant à la mise en œuvre de ce principe, on peut souligner, comme l'a fait la sociologue Gabrielle Richard, que la neutralisation du genre dans les codes vestimentaires scolaires contribue malgré tout à envoyer un message institutionnel fort contre la culture du viol. À suivre donc. Injonction différenciée, sexualisation, empêchement ou libération des corps, déconstruction des normes, remise en cause de la binarité féminin-masculin. Autant de notions que nous tenterons d'explorer ce soir, j'espère, avec vous. Pour commencer cet échange, lorsque nous essayons de faire comprendre la notion de genre, en tout cas nous on essaye de la faire comprendre au jour le jour et auprès de nombreux professionnels, la notion de vêtement arrive assez vite, on parle très vite du vêtement et de la mode, pour montrer finalement, c'est un bon exemple pour nous, pour montrer que le genre évolue dans le temps et dans l'espace, et pour mettre en évidence que ce qui relève dans un temps précis, dans un moment précis, à un endroit précis, du féminin et du masculin, et pour montrer que ces notions évoluent sans cesse. Alors la première question que j'ai envie de poser à nos 3 intervenantes et intervenants, c'est pourquoi finalement le genre est si central lorsqu'on parle du vêtement, et est-ce que ça a toujours été le cas, et est-ce que ça l'est partout ? Peut-être pour des questions de commodité, peut-être on peut se tourner vers vous, Christine, en premier, et puis ensuite faire réagir les autres participants. Oui, il est bien évident que les marqueurs de genre dans le vêtement sont fondamentaux, comme une évidence presque en tout temps, en tout lieu. Et en même temps, la déconstruction de cet encodage genré est assez récente et ça m'a frappé que dans l'histoire du féminisme et de la pensée féministe, il n'y ait pas davantage de commentaires sur cette différenciation genrée qui a longtemps été admise, acceptée. Mais ça allait de soi aussi parce qu'on avait une définition du sexe très naturaliste et très binaire. Et c'est en train de changer et c'est tout récent. Donc oui, il y a une évidence de la bicatégorisation dans le vêtement qui renvoie à une évidence de la bicatégorisation des corps, donc à une logique naturaliste. Moi, j'ai pris l'habitude d'expliquer que dans l'approche du vêtement, les anthropologues ont depuis longtemps expliqué qu'il y avait 3 fonctions fondamentales données aux vêtements.
la parure, la protection et la pudeur. Alors, j'ai parfois eu envie d'ajouter le quatrième terme, le genre. En fait, le genre, il est transversal, hein. Il va apporter des dosages différents dans ces trois fonctions. Par exemple, une hypertrophie de la parure pour le féminin. Voilà, je ne sais pas si ça suffit peut-être pour débuter. Merci. Sur la question. Damien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Je crois que ça marche. ça marche. Ouais. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis ravi de partager un petit peu justement aussi aujourd'hui, ce soir, ces réflexions qui sont déjà depuis longtemps présentes dans les différents champs des études de la mode, de l'histoire de la mode. Mais ce qui est très curieux, en fait, c'est que même lorsqu'on regarde cette histoire de la mode, avant de parler d'histoire de la mode, on parlait d'histoire du costume. Et en fait, quand on regarde cette histoire-là, on va dire que cette justement différenciation sexuelle, cette bicatégorisation est omniprésente. C'est-à-dire que concrètement, dans les anciens ouvrages, les premiers ouvrages historiques du costume, il y a toujours l'habit masculin, l'habit féminin qui est présent. Et donc, évidemment, cette sorte de grande traversée historique qui a été depuis remise en question par les historiens et historiennes de la mode, de cette omniprésence que d'un côté, justement, il y a un vestiaire masculin et de l'autre, un vestiaire féminin. Et puis, globalement, évidemment, cette question rejoint cette différenciation des corps et cette différenciation se retrouve à chaque fois dans les différents moments de l'histoire depuis l'Antiquité, en fait. On voit véritablement toujours cette distinction. Et curieusement, quand on regarde cette histoire-là, le genre n'est jamais véritablement questionné. Donc c'est une sorte d'évidence, mais aussi un impensé de l'histoire de la mode, comme si finalement tout cela allait de soi, hein, pour reprendre justement cette dimension un peu naturaliste, comme si bien entendu on devait se vêtir différemment, il devait y avoir deux vestiaires, et surtout je dirais deux manières tout simplement de comprendre ce qu'est le vêtement, ce qu'est le costume, ce qu'est la mode, de tout temps, en quelque sorte. Et puis l'autre exemple fameux, c'est ne serait-ce que dans les objets qui sont justement accueillis dans les différents musées du costume, de la mode. On parle tout le temps du sexe du propriétaire, hein, c'est-à-dire vraiment qui a déposé justement tel et tel vêtement, et tout de suite il y a cette catégorisation qui se renouvelle en quelque sorte, qui est reconduite dans les différentes collections en fait, hein, des musées, ne serait-ce que le musée Galliera, le musée des arts décoratifs, ou encore aussi le musée des tissus à Lyon. Donc il y a cette sorte d'impensé qui est là, et ce que je trouve assez intéressant justement, c'est que depuis une petite trentaine d'années, avec les réflexions sur les études sur le genre, eh bien peu à peu, on se pose la question de cette construction qui est une sorte d'évidence, mais qui évidemment est une construction sociale, et qui rejoint bien entendu la catégorisation, la construction sociale de genre, qui touche d'un point de vue eh bien, de l'apparence du vêtement, des éléments constitutifs de ce que sont les usages du vêtement, des usages de la mode. Et de ce point de vue-là, je trouve toujours assez curieux et intéressant que, encore actuellement, on ne pose pas véritablement cette question d'un point de vue de cette histoire de la mode, mais que peu à peu, bien entendu, cette dimension, je dirais, fait jour à travers notamment les grands mouvements de contestation, hein, de cette bicatégorisation qui ont lieu, en fait, on a l'impression que c'est assez récent, mais ça a aussi toujours en quelque sorte été. Et on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Peut-être Manon aussi, vous qui êtes au centre des fashion studies et des études de genre, est-ce que vous faites le constat aussi de cet impensé et donc ce fait qu'on le pense beaucoup plus récemment? Oui, c'est intéressant. Enfin, ce que ça m'évoque aussi, c'est que dans les études de genre ou dans ce que Butler va écrire, en tout cas dans Troubles dans le genre, pas après, mais l'importance Judith Butler, de Judith Butler. Ce qui est intéressant, c'est à quel point elle montre que, alors, elle traite pas directement du vêtement, mais qu'elle montre comment ça confère, comment ça permet de performer une identité genrée. Et justement, pour montrer que le genre est une performance, que ce n'est pas naturel et que c'est plutôt une construction historique et culturelle, elle va utiliser l'exemple du drag king et de la drag queen et de comment ils utilisent, eux, le vêtement et comment c'est quelque chose de construit et que mettre un vêtement aussi, c'est une identité genrée que l'on construit. Enfin,
Je suis pas sûre que tout le monde soit au clair sur ce que c'est les pratiques de drague. Est-ce que vous pouvez l'expliquer en 2 mots? Très concret. Enfin, c'est du coup revêtir. Alors, pour les drag kings, c'est revêtir des vêtements masculins qui, du coup, ils vont prendre ce qui est l'hyperbole du masculin et d'un coup l'interpréter pour montrer à quel point c'est une construction. Donc, je vais prendre, certains éléments, une veste en cuir ou je sais pas, qui seraient associés dans notre culture actuelle à la masculinité, et ça va devenir un élément pour performer à outrance d'une manière un peu théâtrale la masculinité. De même, les drag queens vont prendre tous les éléments hyper féminins, catégoriser hyper féminins et les détourner. Ouais, c'est dans le détournement qu'on voit la construction, du coup. Voilà. Tout à fait. Sur le côté transgressif, si on prend l'exemple plus particulier de l'histoire du vêtement dans la société française, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que le vêtement genré s'est figé et que contrevenir à cet usage genré de l'habit relevait d'un comportement transgressif? Est-ce qu'il y a toujours eu des transgressions ou pas? Christine? Oui, il y en a tout le temps eu, mais disons que là, on est encore dans le moment de la grande renonciation masculine. Ça, c'est l'expression d'un psychanalyste britannique, John Carl Flugel, qui a publié un livre sur la psychologie des vêtements en 1930. Et il observe qu'au moment à la fin du 18e, au début du 19e, donc ça correspond pour la France au passage de l'Ancien Régime à un nouvel ordre politique bourgeois, les hommes renoncent à la compétition esthétique et adoptent un vêtement qui va dire les valeurs de l'ordre bourgeois, capitaliste, qui se met en place, en même temps que les hommes tous les hommes gagnent la citoyenneté, donc en l'appropriant dans un contrat entre frères qui exclut les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce nouveau code vestimentaire masculin, alors avec la rigueur, l'uniformité, le côté pratique, le noir, il y a déjà eu du noir avant pour les hommes, mais on a un ensemble de signes qui vont caractériser la nouvelle norme masculine vestimentaire, et les femmes en sont radicalement exclues. Elles restent en quelque sorte engluées dans l'ancien régime vestimentaire, on leur laisse la parure comme un cadeau empoisonné, mais ça signifie bien leur exclusion politique. Alors moi, dans mon approche du vêtement, j'ai tendance à prendre le vêtement comme un indice, enfin un fait politique. On peut aborder l'histoire du vêtement de toutes sortes de manières, mais on peut en tout cas faire une histoire et du féminisme et de l'antiféminisme et de l'exclusion des femmes à partir de sources vestimentaires. Et ça, c'est vraiment fascinant. Est-ce que vous pouvez développer un exemple d'un vêtement particulier? Je dirais le 19e, ça s'est figé au 19e siècle, et les hommes ont beaucoup de mal à s'extraire de cette grande renonciation masculine à la parure. Et les femmes ont aussi du mal à passer à autre chose. Donc, on reste, je trouve, encore très... Alors, même si on rediscutera sans doute des années 1960 et des changements qui s'amorcent à partir de ce moment-là, qui sont quand même très, très importants. Mais voilà, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment sorti de cet ordre bourgeois du 19e siècle, vraiment. Damien? Alors, sur la transgression, ce que je trouve assez drôle d'ailleurs, c'est de voir comment, justement, on vient de le dire, il y a toujours des effets cycliques qui donnent l'impression que la mode est nouvelle, est transgressive, alors qu'en fait, il y a constamment des transgressions. Mais la question qui se pose, c'est plutôt de savoir transgresser à partir de quoi et de quoi, de qu'est-ce qu'on transgresse. Et c'est là que les choses deviennent assez intéressantes par rapport à des contextes particuliers. Si on remonte dans le temps, on peut imaginer par exemple dans les écrits moralistes du 15e, 16e siècle, qu'il y avait constamment une dénonciation de la transgression d'une norme, et c'est ça l'enjeu de la transgression, c'est bien entendu passer à travers ou aller de côté face à une norme, face à une règle sociale qui est justement liée à un habit qui convient à toute une société. Et donc la transgression, c'est toujours la marge,
c'est toujours le pas de côté en quelque sorte. Et dans chaque société, il y a eu ces moments-là, ces moments de friction. Donc les moralistes du 15e, 16e siècle dénonçaient des parures trop longues, des parures trop échancrées, ou justement, ne serait-ce que dans l'apparence, il n'y a pas uniquement que le vêtement, mais dans l'apparence, des cheveux trop longs ou trop courts. On voit par exemple dans ces écrits, ne serait-ce que même avant la Renaissance, à partir du 10e, 11e siècle, la dénonciation du fait que les Francs abandonnent la barbe pour avoir justement un visage glabre, et ça pose des problèmes aux ecclésiastiques. Donc il y a énormément d'écrits justement qui dénoncent cela, et qui, plus globalement, vous l'avez compris, à la fois dénoncent le vêtement, mais aussi l'apparence globale. Et on peut remonter encore jusqu'à l'Antiquité, hein, où on voit par exemple dans ces fameux écrits qui essaient de, en quelque sorte, contrôler véritablement le port du vêtement, qu'il y a à chaque fois qu'il y a un écart, à chaque fois il y a une dénonciation de cet écart-là, à la fois pas uniquement pour des questions morales, religieuses, telles qu'on peut le voir justement à partir du 11e, 15e, 16e siècle jusqu'au 18e siècle, mais là pour des questions aussi économiques. Et ce que je trouve intéressant globalement par rapport à ces effets de transgression, c'est que c'est souvent non pas uniquement le vêtement, mais ce qu'on en dit. Hein. C'est le texte, c'est vraiment l'écrit qui va condamner le vêtement, et c'est comme ça que justement, nous, en tant qu'historiens, historiennes de la mode, on arrive à comprendre comment on s'habillait une fois qu'on comprend comment on dénonçait l'habit qui n'allait pas. Et de ce point de vue-là, on parle souvent justement de ces fameux édits ou lois somptuaires qui tentent de contrôler, de régir les apparences. On le voit donc durant cette période, mais dans l'Antiquité, la fameuse loi Oppia de la période romaine, ou même durant l'Antiquité grecque, dénonçait justement des parures trop somptueuses, trop onéreuses, parce que ça créait un déficit dans la balance commerciale. Je la fais courte, hein, mais c'est un petit peu l'idée, c'est que véritablement, il y a aussi des questions économiques, et qui, à chaque fois, sont là pour condamner, et on condamne souvent pour des questions à la fois donc, de pudeur, mais aussi bien d'excès. Toutes ces lois, justement, qui vont perdurer durant des siècles et des siècles, nous montrent bien comment la transgression est souvent régie par des raisons économiques, morales, politiques, et donc ça nous apprend beaucoup, bien entendu, sur les sociétés qui sont obsédées par des questions, et on le voit encore actuellement, bien entendu. Hein. Derrière les critiques, quelles sont les grandes obsessions d'une société par rapport à des questions très contemporaines, comme vous venez justement de l'évoquer en introduction. On voit qu'ici, la question de la jeunesse, des adolescents, est au cœur des grandes réflexions et des grands débats. Et c'est des obsessions qui sont intéressantes justement à comprendre par-delà les interdits qu'on essaie d'imposer aux vêtements des hommes comme des femmes. Oui, c'est intéressant d'ailleurs que... Oui, pardon. Est-ce que je peux intervenir Bien sûr, bien sûr. Interroger Damien sur ces observations. Dans quelle mesure ces lois somptuaires sont-elles genrées, ou ont-elles un impact différent sur les hommes et les femmes? Parce que c'est ça notre sujet. Oui. J'ai oublié d'évoquer cet aspect-là, effectivement. La plupart du temps, évidemment, c'est principalement une condamnation du vestiaire féminin. C'est une évidence pour moi, mais effectivement, c'est souvent le cas. On pense notamment aux lois, justement, durant l'Antiquité grecque. C'est l'usage de couleurs trop voyantes, l'usage de soie, justement, trop chères, en fait, et qui sont souvent portées par les femmes. Et il y a derrière ces condamnations, souvent les condamnations de cette dimension qui va d'ailleurs être, en quelque sorte, la véritable stéréotype de la mode, hein, c'est-à-dire cette dimension trop frivole, trop ostentatoire, qui est là dès l'Antiquité et qui se poursuit effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement les femmes, c'est souvent les femmes, et il y a une dimension misogyne qui se retrouve dans cette rhétorique-là, mais c'est aussi les hommes pour d'autres raisons. Et souvent d'ailleurs, cette rhétorique se retrouve cette fois-ci chez les hommes, et à chaque fois qu'il y a une dénonciation des excès vestimentaires des hommes, quel est le risque principal? C'est le risque de l'efféminement. Il y a aussi cette dimension-là qui court à chaque fois dans ces rhétoriques-là. Et encore après, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Oui, puis c'est très révélateur des rapports de domination qui sont à l'œuvre dans le vêtement, mais qu'on observe encore aujourd'hui. Hein. C'est finalement l'appropriation possible pour les femmes de codes masculins, de codes vestimentaires masculins. Alors non sans heurts, hein, c'est certain, mais adopter pour les hommes des vêtements féminins reste encore un signe de dégradation sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, revenir un peu là-dessus? Pourquoi on en est encore là aujourd'hui, sur cette dégradation sociale par l'adoption des codes féminins par les hommes? Christine, peut-être, pour faire dans l'ordre? Parce que pour comprendre le genre vestimentaire, il faut prendre en compte le genre, donc une différence hiérarchisée avec des rapports de domination.
Donc, et prendre en compte toute l'histoire de la parure féminine, qui est avant tout de l'ordre de la sexualisation, parfois de l'hypersexualisation. Donc, se féminiser, c'est se faire objet, donc aussi objet sexuel, objet du regard, c'est se rendre vulnérable, parce que l'érotisation de la parure féminine passe par cette vulnérabilité, cette fragilité tout à fait construite. On a parlé tout à l'heure de culture du viol, c'est tout à fait lisible dans l'histoire du vêtement, en particulier à travers le vêtement ouvert que les femmes en Occident ont été contraintes de porter. Voilà, ça a inspiré une culture érotique pluriséculaire. C'est le libre accès au sexe féminin sans même de barrières textiles, puisque les femmes, jusqu'à une date très récente, ne portaient pas de dessous fermé en dessous de leur robe et leur jupon. Donc, se féminiser, c'est aller vers ça. Alors, ça a un fort prestige érotique aussi, bien sûr. Mais c'est dans l'échelle des valeurs se dégrader, si on prend là le cadre de la morale patriarcale qui crée cette hiérarchisation là. Donc pour les hommes, c'est s'abaisser. Pour les femmes, au contraire, adopter un vêtement masculin ou des éléments masculins dans leurs apparences, c'est, même si c'est interdit ou condamné moralement, c'est quand même s'élever dans l'échelle sociale, c'est quelque chose qui paraît compréhensible et qui va en plus, mais c'est un autre sujet, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi une manière de s'habiller qui va leur ouvrir des tas de portes et des tas de libertés, alors que le travestissement pour les hommes est beaucoup plus restreint socialement plutôt à des interactions sexuelles, à la prostitution notamment. Est-ce que ça tend à évoluer, Manon ? Non, c'est intéressant. On voit que de toute manière, ce jeu d'inversement où les femmes ont porté des vêtements masculins dans l'histoire récente, en tout cas dans la mode, c'était pour montrer qu'elles étaient aussi capables qu'un homme. Le power dressing dans les années 80, on a mis aux femmes de larges épaules. On leur a laissé leur jupe, mais on leur a mis de larges épaules en haut pour montrer qu'elles étaient aussi capables qu'un homme. Et ça va avec une érotisation, si on pense aux costumes chez Saint-Laurent. Donc oui, là, c'est largement accepté. Par contre, effectivement, si on pose la question dans la mode contemporaine, en tout cas dans ce que propose l'industrie de la mode, par exemple de la jupe masculine, de la jupe sur les podiums pour les hommes, ça reste quelque chose qui est présenté de manière exceptionnelle et les personnes qui vont l'adopter ont un statut aussi particulier dans la société. Si c'est des célébrités, on ne peut pas parler de rapports de force normaux puisque c'est quand même un régime d'exception. Mais voilà, donc non, effectivement, ça reste encore, ou en tout cas, dans l'exceptionnalité ou dans le cadre du défilé ou dans le cadre du tapis rouge. Là, ça peut être accepté, mais comme c'était très bien noté, une femme qui s'habille en homme, c'est bien, puisqu'elle va vers le sens dominant, mais un homme qui s'habille en femme, finalement, perd. Donc, je pense encore présent. Alors oui, ce que je trouve aussi intéressant par rapport à cette question, c'est de voir, encore une fois, dans l'histoire, dans l'évolution de l'histoire, différents moments qui cristallisent justement cette sorte de critique de l'efféminement du masculin, de l'efféminement de l'homme par la parure. Et on voit globalement qu'il n'y a pas de véritable règle absolue, c'est-à-dire que ce que l'on pourrait voir actuellement, ce qu'on pourrait considérer sur les périodes anciennes comme relevant d'une forme d'efféminement, au contraire est perçu, par exemple, je pense aux costumes du XVIIe siècle, où il y a justement une attention particulière sur une parure très chatoyante, très visible. Par exemple, à la cour de Louis XIV, on parle au contraire de véritable mise en valeur, comme on dit à l'époque, du beau sexe, en quelque sorte. Ce qui nous paraîtrait justement être une forme de coquetterie, qui va justement devenir une forme d'efféminement à partir de la fin du XVIIIe siècle, correspond globalement à ce qu'évoquait justement Christine au tout début, ce moment de renonciation. Et tout ce qui, en quelque sorte, sort de la renonciation à l'habit sobre, à l'habit
l'habit bourgeois à l'habit en gros capitaliste. Hein. C'est vraiment cette idée d'être un homme et de pouvoir en quelque sorte être prêt pour pouvoir travailler. Hein. C'est vraiment cet idéal-là du 19e siècle. Dès qu'on sort de cela, on est associé justement à une vision de l'ancien régime, de l'aristocratie, à partir donc du passage au 19e siècle. Pour rebondir justement sur ce qu'évoquait au début Christine, on est encore dans cette dimension-là, lorsque justement l'homme s'efféminise en s'associant à la parure qui est réservée en quelque sorte au domaine féminin. Et cette dimension-là, cette sorte de catégorisation assez, je dirais, de manière évolutive, mais assez étanche, qui se conforte vraiment tout au long du 19e siècle, va se poursuivre au 20e siècle, avec justement cette idée que finalement, il faut rester discret lorsqu'on est un homme, il faut en quelque sorte être dans la parure et devenir justement objet du regard quand on est une femme. Et voilà, ce qui est assez passionnant, c'est de voir que concrètement, toutes les transgressions des vestiaires, qu'il s'agisse donc du passage des vestiaires masculins au féminin ou inversement, sont là pour à la fois contester ces normes qui se rigidifient, en particulier au 19e et 20e siècle, et qu'à chaque fois, concrètement, ces transgressions sont aussi des moteurs de la mode. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des changements, cela crée de nouvelles modes. Et on peut voir cela, on peut d'ailleurs s'intéresser, s'amuser à regarder dans le temps tous les moments où il y a eu ces moments de transgression, d'échange de vestiaires, comme des moments pivots de changement de la silhouette des masculines et féminines. Et donc cette dimension-là est importante et elle va devenir en quelque sorte, à mon sens, un moteur de changement des modes. À partir de là, effectivement, je ne reviens pas sur cette dimension-là que la féminisation est négative, la masculinisation est positive, hein, évidemment, mais il y a aussi, un dernier point que je voudrais ajouter, c'est que tout cela, à la fois donc la dimension de genre, va aussi avoir une caractéristique beaucoup plus liée à l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la féminisation, l'efféminement au 19e siècle va de plus en plus, en quelque sorte, se lier, ou du moins être amalgamé à une dimension sexuelle, et en particulier homosexuelle. Qu'il s'agisse de l'homosexualité masculine ou féminine, mais qui va de pair aussi avec une conceptualisation de l'homosexualité qui vraiment se développe dans la seconde partie du 19e siècle. Et ce point-là est assez intéressant. Il n'est pas automatique, mais souvent on dit d'un homme qui est justement un peu féminé qu'il a forcément des orientations sexuelles inversées, hein, c'est comme ça qu'on disait ce terme au 19e siècle, ou des orientations homosexuelles. Et donc ce qui est important, c'est de voir comment ces effets d'amalgame se jouent à différentes périodes, hein, des périodes de restriction de l'homosexualité, ou au contraire des périodes d'ouverture de l'homosexualité, je pense à l'entre-deux-guerres, ou bien entendu dans les années 60, où là d'un seul coup, pour donner un exemple, le hippie aux cheveux longs va devenir en quelque sorte l'archétype effectivement d'une forme de féminisation et potentiellement, on le voit dans les journaux de l'époque, d'homosexualisation des hommes. Et peut-être aussi on reviendra sur le jean qui juste un petit peu avant peut être aussi associé à cette dimension-là. Christine, je suis sûre que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Ben, je voudrais pas qu'on laisse croire que la masculinisation entre guillemets, hein, de la mode féminine à certains moments, comme bon, voilà, l'époque des garçons, les années 20, c'est vraiment la décennie la plus passionnante pour moi. Je voudrais pas qu'on laisse croire que ça s'est fait facilement. Ce sont des controverses énormes à chaque fois. À chaque fois qu'on change un tout petit bout des apparences féminines. Le costume pour faire du vélo dans les années 1880-1890, mais ça a été une controverse qui a duré 10-15 ans dans la presse avec des arguments ahurissants. Là, on quitte toute rationalité. C'est vraiment... on touche à un détail et on a l'impression que tout fout le camp, tout s'effondre, l'ordre social se délite. Et ça a une force quand même dingue. Enfin, c'est vraiment surprenant de lire ces controverses. Et il y a vraiment un acharnement à défendre la différenciation des sexes et un écart. D'abord, l'interdiction du travestissement, mais aussi une distinction importante parce que il y a controverse à chaque fois que la différence se réduit un petit peu.
Et même si c'est sur un détail, sur une forme de chapeau, voilà, même si c'est sur un détail, ça fait polémique au 19e et au 20e siècle. C'est vraiment l'épouvantail, la masculinisation des femmes, et c'est toujours associé au féminisme, hein. Il ne faut pas oublier que le sens premier du mot féminisme, c'est la féminisation des hommes atteints par un certain type de tuberculose, et que, inversement, quand le féminisme a pris un sens politique, il a été tout de suite perçu d'une manière négative comme un projet politique d'indifférenciation des sexes et de virilisation des femmes menant à une indifférenciation des sexes, et donc à la fin de l'humanité, puisque ça serait la fin du désir hétérosexuel. Donc, cette théorie-là, on la trouve absolument partout, puisque l'antiféminisme est partout. Donc, c'est la doxa pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on la déconstruction du genre gagne en légitimité. Et c'est tout à fait récent, hein, ça date en gros des années 1970. J'ai beaucoup étudié Madeleine Pelletier, qui était une féministe radicale de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui a développé la théorie de la virilisation des femmes et qui s'habillait en homme. Elle a été extraordinairement critiquée et marginalisée, y compris marginalisée par les féministes, pour avoir défendu cette idée-là de l'indifférenciation des genres, du dépérissement du féminin au fil du processus égalitaire. Donc, elle voulait la grande renonciation pour les femmes. Et les femmes, et disons la plupart des féministes, lui ont dit « pas question ». On tient à la différence. Donc, c'est notre débat, un de ses enjeux, il est quand même là, hein. Qu'est-ce qu'on fait de la différenciation? Parce qu'on admet que c'est un processus, donc on va dire différenciation. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un débat pour moi qui ressemble beaucoup au débat qu'on a sur la langue en ce moment, sur l'écriture inclusive. Vous pouvez filer la comparaison, Christine? Oui, parce que le vêtement est un langage, et on retrouve des questions identiques sur faut-il marquer la mixité à travers du féminin et du masculin, ou faut-il aller vers un neutre, et est-ce que le neutre peut exister? Mais je crois que là, ça fait un lien avec la question suivante, à propos du neutre. Oui, tout à fait, mais peut-être j'aurais bien aimé, je sais que Damien a beaucoup travaillé aussi sur les figures androgynes, et peut-être nous citer un exemple de ces remises en cause de binarité à travers la figure de l'androgyne. On a parlé des garçons, mais... Oui, alors c'est toujours compliqué aussi d'arriver à identifier une figure. En tout cas, il y a toujours une multiplicité de figures. Ce qui m'a beaucoup intéressé, justement, c'est par exemple, en particulier dans l'image de presse, puisque c'est aussi un lieu très important de compréhension en fait du vêtement, hein. On parle souvent à la fois du texte, de l'objet vêtement, mais aussi de l'image, qui à la fois donne une vision pas forcément réaliste, hein, pas forcément précise, mais en tout cas une dimension idéale, mais qui nous instruit beaucoup sur la manière de comprendre le vêtement à certaines époques. Et ce qui m'avait intéressé, c'est d'essayer de comprendre comment visuellement, par exemple, se crée cette image tout simplement caricaturée, hein, mais de l'homosexuel au passage du XXe siècle, au moment même où précisément se met en place toutes les théories de psychopathologie autour de l'homosexualité, cette sorte d'invention, hein, comme disait Michel Foucault, de l'homosexuel dans la seconde partie du XIXe siècle. Et donc dans les différentes caricatures... masculine ou les deux. Les deux. Alors c'était principalement d'ailleurs surtout écrit par des homosexuels hommes, mais ils avaient conçu, en tout cas sur les conceptions originelles de l'homosexualité autour des années de la fin des années 1860 en Allemagne, ils concevaient les deux. Et après, évidemment, cette question a été assez rapidement reprise par beaucoup d'autres médecins qui ont effectivement créé une sorte de théorie, alors de perversion sexuelle, mais où le vêtement joue un rôle assez intéressant parce que c'est un marqueur social, c'est un marqueur de reconnaissance entre homosexuels, et c'est un marqueur de reconnaissance vis-à-vis de la société. Et de ce point de vue-là, justement, à la fois donc les théories
l'écrit, mais aussi l'image, joue un rôle assez important dans la construction d'une sorte de stéréotype, un stéréotype de genre, qui va porter précisément sur une sorte de vision toujours étrange de compréhension de l'homosexualité associée précisément à une sorte de au-delà des apparences sexuelles, masculines ou féminines, et donc une sorte d'au-delà qui serait potentiellement un au-delà androgyne. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, dans la réalité, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image de l'homosexuel qui est avant tout une image efféminée, c'est-à-dire qui reprend un certain nombre de traits, de caractéristiques, de gestes, et surtout donc d'apparences vestimentaires empruntées au vestiaire féminin. Il y a cela, ou il y a aussi tout simplement des images donc dans les caricatures de presse qui sont assez virulentes, assez terribles, hein, de l'époque du début du XXe siècle, des caricatures qui montrent précisément l'emprunt à un vestiaire toujours très resserré au niveau du corps, hein, ce qu'on appellerait un peu la taille slim, qui montre encore une fois comment l'image de l'homosexualité, donc associée à cette image d'un au-delà du genre, est souvent donc devient souvent objet sexuel, objet de regard, érotisme et donc efféminement. Et donc tout cela se crée donc à travers différentes formes. Et puis après, je me suis aussi aventuré plus dans le champ de l'art, où l'androgyne va être aussi associé à une figure mystique, en quelque sorte. Mais de ce point de vue-là, il y aura d'autres types de catégories vestimentaires, où là, ce seront plus des catégories, justement, liées à la religion, ce qu'on n'attend pas, mais par exemple, la tunique, en quelque sorte, du prêtre est une tunique qui est vraiment neutre, hein, c'est-à-dire une tunique qui est portée par les hommes comme par les femmes. Donc là, on parle sur d'autres domaines, mais il y a derrière, effectivement, toujours cette tentative de montrer qu'on peut envisager une autre apparence, tenter de la décrire, de la caricaturer, mais aussi de l'imaginer pour effectivement sortir des normes, sortir des dictats, sortir des règles. Et je pense que c'est très important. Et peut-être pour rebondir justement aussi sur ce qu'évoquait Christine par rapport à cette image de la fin du 19e siècle, l'exemple parfait qu'elle pourrait peut-être évoquer, c'est l'exemple du bloomer. On parlait des bicyclettes tout à l'heure avec Amelia Bloomer, mais je lui laisse peut-être le soin d'évoquer cette figure qui est aussi assez intéressante et qui va être liée à cette figure androgyne féminine. Oui, Amelia Bloomer, c'était une féministe états-unienne qui, dans les années 1848, a inventé une culotte bouffante, un peu orientalisante, pour à la fois contester, c'était anti-européen aussi cette invention, hein, désexualiser le vêtement féminin, le rendre plus pratique, plus convenable, et c'est vraiment l'invention d'une culotte féministe, parce que c'est pas la première culotte inventée au nom de l'égalité des sexes, mais c'est la première féministe créée par une femme. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette invention a été immédiatement moquée, caricaturée. Les porteuses de Bloomer à New York se faisaient harceler, agresser. Et on ne parlait plus, disent les suffragistes de l'époque, que de ça. Hein. Le vêtement occupait ce vêtement transgressif, si nouveau, prenait tout l'espace. Et on ne parlait plus des revendications féministes plus classiques sur le droit de vote. Ça nous rappelle des souvenirs récents. Oui. Et donc, c'est devenu ensuite une culotte un peu utilisée pour le sport. Et on a, voilà, pour faire de la bicyclette. Donc, mais voilà, ça a été un maillon intermédiaire avant le pantalon plus classique. Je vous laisserai revenir, Manon, sur les exemples plus récents de remise en cause de la virilité, sur l'analyse des derniers défilés, peut-être après. Mais avant ça, je voulais vous faire réagir quand même. On est dans le cadre de l'exposition sur les jeans. En quoi ce vêtement a-t-il été émancipateur pour les femmes, mais peut-être aussi pour les hommes? Peut-être Damien, pour commencer. Alors, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, encore de voir l'exposition, mais j'espère bientôt la voir. Je vois qu'elle est jusqu'au mois de mai prochain. J'ai encore un peu de temps. Je reviendrai à Paris pour aller la voir. Ce qui est intéressant, je pense, avec le jean, bon, je ne reviens pas sur l'histoire du jean, hein, aussi de cette question de jean, du denim, hein, c'est-à-dire vraiment de ce bleu de Nîmes, qui était vraiment cette toile qui, à l'origine, était portée donc, principalement aux États-Unis, dans un contexte justement de conquête de l'Ouest, hein, par les ouvriers, par la classe laborieuse, la classe populaire
du contexte de conquête de l'Ouest, et qui est devenu en quelque sorte l'emblème véritable, à la fois, je dirais, d'un vêtement neutre, hein, puisqu'il est porté à la fois par les hommes comme par les femmes, mais quand même avec des tailles différentes, même si justement on essaie de montrer qu'il y a des jeans neutres, hein, c'est aussi une dimension beaucoup plus commerciale, marketing, de pouvoir envisager les deux. Mais globalement, c'est devenu justement un vêtement neutre, porté par les hommes comme par les femmes, dans un contexte totalement global, mais qui montre aussi une forme, je dirais, d'hégémonie états-unienne, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est l'image de l'American Way of Life et qui s'est imposée après-guerre. Et il y a, je dirais, une sorte d'ambivalence, en fait, hein, dans ce denim. Je ne sais pas si c'est ce qui est proposé dans l'exposition. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une ambivalence, puisqu'il y a à la fois, je dirais, une sorte de conquête de la part d'un symbole ouvrier, d'un symbole populaire, vers une véritable consommation généralisée. Et puis il y a aussi, ce que je trouve aussi intéressant, cette récupération par de nombreuses subcultures, notamment les subcultures gays, hein, qui ont repris vraiment ce jean, je pense justement juste après-guerre, comme symbole à la fois de virilité, de sexualisation et donc de fierté sexuelle, homosexuelle. Je pense notamment à beaucoup d'images comme celle du Tom of Finland, hein, qui était le grand comment dire, imagier des années 60 et qui fait porter tous ces hommes avec on va dire un entrejambe très protubérant. Ils ont tous un jean, ou encore ces images évidemment de Marlon Brando ou d'autres images de cinéma qui montrent comment une nouvelle jeunesse va s'approprier ce vêtement d'ouvrier pour en faire l'étendard d'une certaine forme de liberté. Alors même que maintenant il s'agit beaucoup plus, je dirais, d'une norme en fait qui s'est imposée, une règle implicite. Et donc on voit comment ces deux éléments sont assez réversibles finalement. On peut aussi penser bien entendu à toutes les images de butch femmes, hein, de femmes lesbiennes qui utilisent aussi le jean assez large pour en faire une sorte de revendication sexuelle. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'un des enjeux justement du vêtement au prisme du genre, c'est de voir comment il devient à la fois l'expression de résistance, de lutte, d'identité dans ces moments de réappropriation au quotidien. Et je pense que c'est ça une des forces aussi justement du vêtement, c'est de montrer, comme disait une sociologue américaine, des résistances non verbales en fait, hein, aux normes, aux règles, à travers donc tous les exemples que je viens d'évoquer. Manon, sur le jean? Non, c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport au jean, c'est à quel point le cinéma a été une industrie qui a été vectrice, qui a permis de populariser le jean et de lui donner finalement des images iconiques et éternelles. Voilà, que ce soit James Dean ou Audrey Hepburn hors de scène. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie de la mode, ou en tout cas tout ce qui fait partie des défilés, etc., s'est intéressé beaucoup plus tardivement au jean. Alors bon, là, c'est pas tant par rapport au genre, ce serait plutôt une question effectivement entre culture de masse et culture finalement... liée au luxe et liée à l'éclectisme. Mais... non, j'ai pas plus de choses à dire à part qu'effectivement dans la mode c'est une question, la question du jean finalement après a été redéployée, mais du coup pour habiller plutôt des femmes puisque c'est une industrie de toute manière qui s'adresse aux hommes depuis peu, enfin en termes de création, etc. Donc voilà. Christine, sur le jean? Ouais, c'est fondamental le jean parce que c'est vraiment sous cette forme que principalement le pantalon a été adopté par les femmes dans les années 60 en France. Alors comme Damien, je voudrais aussi souligner l'antériorité aux États-Unis. Il y a au moins 20 ans d'avance pour le port du jean par les femmes. Plutôt pour le week-end, les activités de loisirs. Donc c'est lié aussi à un mouvement, à une cool attitude qui va bénéficier aux femmes et légitimer les aspects pratiques. Donc justement, des fonctions très genrées du vêtement autour du pratique qui posait d'énormes problèmes pour les femmes. Donc ça va légitimer aussi de ce côté-là. Le jean... qui paraît unisexe, quand on regarde de plus près, il y a quand même des coupes différentes, des accessoirisations, des décorations de jeans qui vont quand même marquer à nouveau une différence genrée.
Ce qui me frappe aussi, c'est que le succès du jean en France dans les années 60 puis 70, il est concomitant du succès de la mini-jupe. Et je trouve ça très, très important de souligner que la grande transformation vestimentaire pour les femmes qui date des années 60-70 passe par un double modèle complètement de vêtements complètement opposés, un qui dévoile, un qui voile, enfin qui voile, ça dépend, il y a des jeans moulants bien sûr, mais un vêtement qui est du côté de la féminité et un vêtement qui est du côté du mixte et de quelque chose qui devient neutre, mais qui est encore perçu dans ces années-là comme assez masculin. Et voilà, ça me paraît très important de réfléchir à ce choix que, semble-t-il, les femmes ont voulu garder. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les femmes ? Est-ce que ce choix est une bonne chose? Est-ce que ce choix n'est pas piégé? Cette liberté, elle a un prix aussi, savoir choisir ses vêtements, comprendre voilà, comment s'habiller, en quelle occasion. Surtout par rapport au travail, en fait, à l'activité salariée, ça pose des tas de soucis aux femmes, même si en apparence, c'est quelque chose de très plaisant de pouvoir choisir. On dit souvent les hommes ne peuvent pas choisir leurs vêtements, les femmes, elles, peuvent choisir entre le vêtement fermé et le vêtement ouvert, le vêtement qui sexualise, le vêtement qui crée du neutre. Voilà, enfin, voilà, on pourrait peut-être en discuter, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, sur le choix et ses conséquences. Sur le pantalon, parce que ça me semble quand même difficile de ne pas évoquer cette question dans une soirée consacrée au genre et aux vêtements, d'expliquer que le pantalon a été co-substantiel, l'adoption du pantalon par les hommes a été co-substantielle de l'exclusion des femmes du champ politique. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus, Christine, s'il vous plaît ? Oui, alors les femmes étaient déjà un petit peu exclues de la vie politique avant que les hommes ne passent de la culotte au pantalon. Disons que le pantalon se généralise pour les hommes au début du 19e siècle, au moment où les hommes accèdent à la citoyenneté et en excluant les femmes. Et le pantalon, il a aussi cette caractéristique d'être un symbole de virilité. Donc, ça a été le vêtement le plus difficile à adopter pour les femmes. Il y avait des réglementations qui interdisaient le port du pantalon pour les femmes, qui étaient assimilées à du travestissement, avec toutes les connotations que Damien expliquait aussi, la suspicion d'homosexualité pour les femmes portant le pantalon. Donc, ça a été un grand combat que j'explique dans une histoire politique du pantalon. En m'intéressant spécialement à cette ordonnance de 1800 qui interdisait aux femmes de s'habiller en homme, donc de porter le pantalon à Paris. Ordonnance qui, à plusieurs reprises, des féministes ont demandé l'abrogation de cette ordonnance de police sans y parvenir. La dernière fois, ça a été par un vœu adopté par le Conseil municipal de Paris. Et le préfet de police a répondu qu'il avait des choses beaucoup plus importantes à faire que de revoir une réglementation aussi désuète et qui était purement symbolique. Et il disait, je m'occupe des femmes battues, voilà des sujets importants. Et j'ai trouvé le mot symbolique très, très intéressant parce que c'est un petit peu justement comme les enjeux féministes autour de la langue. Il y a une partie de l'opinion qui ne comprend pas et qui dit, oh, c'est juste symbolique. Sauf que le genre et les inégalités bien concrètes que les femmes subissent encore de nos jours est construit par du symbolique. Donc, si on ne déconstruit pas aussi le symbolique, si on ne défait pas le genre, si on ne défait pas cette hiérarchisation, eh bien, sur des sujets bien concrets d'inégalité de pouvoir et de salaire, on n'y arrivera pas non plus parce que tout se tient. Le genre fait système avec des
voilà, des aspects symboliques qui sont aussi vestimentaires. Donc, pour dire la fin de l'histoire, eh bien, à ce moment-là, Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre chargée de l'égalité et de la parité, a déclaré que cette ordonnance de police n'était plus qu'une pièce d'archive. Et bon, d'une certaine manière, c'est vrai que l'évolution des pratiques vestimentaires des femmes avait fait tomber en désuétude, de toute façon, cette ordonnance. Mais quand même, elle n'a jamais été officiellement abrogée. Ben oui, les symboles ont leur importance et la non-abrogation en est un parmi d'autres. Je vais me tourner vers Manon parce que je vois que l'heure tourne pour une petite question plus actuelle. On sort tout juste de la Fashion Week parisienne qui, contrairement, et donc c'est Manon Renaud qui me l'a appris, à sa sœur londonienne, propose encore des défilés distincts, collection femmes, collection hommes, ce que Londres ne fait plus. Je voulais avoir votre analyse de cette dernière Fashion Week du point de vue du genre. Est-ce qu'on reconstruit, déconstruit, remobilise ces notions de manière un petit peu plus transgressive et si vous aviez, je sais qu'on a prévu quelques images à montrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a parlé aussi de la construction de la sexualité avec le vêtement, au-delà de la question du genre, et comment on a pu construire aussi l'idée, en tout cas dans nos sociétés, de un moment, alors je suis pas historienne, mais d'un féminisme qui était aussi lié à un vêtement plus pudique, et en tout cas le rejet d'un vêtement qui était, disons, trop dans la parure, dans l'exubérance et trop, qui dévoilait trop. Là, après une année de Covid, etc., on a eu beaucoup de collections très 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 sexualisées qui dévoilent beaucoup le corps. Alors avec des interprétations différentes d'un créateur à l'autre aussi, on pourrait interroger si c'est un créateur, une créatrice, effectivement, la vision qui peut être portée. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est comment se réapproprier son corps, sa sexualité et la question qu'ont pu apporter les collections. Avec, pour certains créateurs, une volonté de ne pas avoir une réponse hyper binaire à dire on va rapporter une sexualité que féminine aux femmes. Qu'est-ce que ça serait qu'une sexualité féminine est-ce que ça a une image, etc. Donc, il y a eu des collections qui ont un peu joué sur les codes pour les déconstruire. Et je pense que c'est pas non plus le but, n'est pas d'aller vers une neutralité, mais peut-être plutôt à l'heure actuelle vers l'idée de dire on explose des genres, on dit qu'il y en a une pluralité plutôt que d'aller vers un autre. Oui, alors l'exemple du défilé Louis V, ce qui est intéressant, c'est le corps féminin qui est montré au lieu de sexualiser, de mettre du rembourrage sur la poitrine, sur les hanches de manière traditionnelle, on a une déformation du corps. Alors en réalité, c'est pas totalement nouveau, c'est aussi peut-être une critique des normes de beauté européennes, puisque on l'avait déjà vu chez Rei Kawakubo dans les années 80, qui déconstruit les normes de beauté féminine européennes en déformant aussi le corps, en le montrant autrement, en montrant d'autres protubérances qui ne seraient pas des codes, des canons de beauté classiques. Donc le corps et, disons, la sexualisation du corps, la manière dont on aborde le corps par le regard, là ici, on joue avec, elle est déconstruite, puisque on tend à regarder autrement ses corps. Donc je trouvais que ce défilé était assez intéressant. Il y en a d'autres, je pense peut-être il y avait Raf Simons. Alors là, on retourne du coup vers un vestiaire plus neutre. Alors il a beaucoup travaillé les subcultures, travaillé aussi tout l'univers d'un vêtement qui aurait été dit peut-être adolescent, donc d'un corps prépubère, d'un corps qui justement répond à peut-être sans doute, enfin historiquement je sais pas, mais à ce fantasme de l'androgynisme. Et donc il y a ce corps adolescent qui est présent. Du coup Simmons travaille un peu ces mêmes codes. Bon, on voit que ce corps est plutôt très mince du coup et très blanc. Ouais, donc Saint-Cernin, là c'était un défilé qui venait parler du désir.
c'est un jeune créateur et il montre ici effectivement un désir qui est autant porté sur les hommes que sur les femmes. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit le vestiaire sur des hommes, mais il était exactement pareil sur les femmes. Les pantalons taille basse, des robes brillantes, etc. Donc les parures, disons, sont les mêmes pour hommes et pour femmes. En tout cas, les parures de séduction sont les mêmes pour les deux genres, si tant est qu'il faut encore parler de deux genres. Oui, je voulais rajouter quelque chose en complément de cette très belle sélection des derniers défilés de Paris. Il y a aussi, je pense, globalement une prise de conscience qui est assez importante et qui vient principalement justement de milieux, d'autres milieux qui souhaitent vraiment une meilleure représentativité en fait, eh bien des différences, hein, de l'altérité globalement, et qui touche aussi, je dirais, à l'intersection entre d'autres questions qui est donc liées au genre, comme l'âge, par exemple, comme évidemment eh bien, l'apparence corporelle, en surpoids ou à l'inversement dans d'autres contextes, mais aussi d'autres réflexions évidemment sur ce que pourrait appeler dans un contexte anglo-saxon la race. Hein, cette question effectivement de diversité, d'inclusivité qui est au cœur, je pense, et je trouve de plus en plus des défilés, pour le meilleur comme pour le pire, puisqu'on voit souvent d'ailleurs que ces défilés font de l'inclusif parce que s'ils n'en font pas, ils ne sont pas à la mode. Je dois caricaturer, mais c'est un peu des fois cela, malheureusement. Des fois aussi avec un vrai message de sincérité, on l'espère en tout cas, mais cette dimension d'inclusivité touche, je dirais, même au-delà de la différence sexuelle, à d'autres champs donc intersectionnels, hein, c'est-à-dire qui touchent à d'autres dimensions. Et globalement, je trouve que ces dernières années, on voit vraiment cette dimension-là apparaître, où précisément ce ne sont plus les mêmes canons de beauté, hein, canons de beauté féminin, canons de beauté masculin, qui sont reproduits, souvent un canon d'ailleurs blanc, jeune, mais que d'autres défilés proposent justement d'autres formes. Et je pense en particulier notamment au défilé Balenciaga, qui vraiment fait beaucoup parler avec son directeur artistique Degmen Zavalia, qui depuis quelques années justement propose, alors principalement en prêt-à-porter, mais depuis cet été d'ailleurs en couture, d'autres corps. Hein. Je pense que c'est ça l'enjeu principal, d'autres corps, des corps qui ne sont pas uniquement blancs, d'autres corps plus âgés, d'autres corps qui sont aussi non pas uniquement des professionnels, mais des personnes qui sont justement castées dans la rue. Et bien entendu, il n'est pas le premier à l'avoir fait, hein, puisqu'on voit dès les années 90 cette question. Je pense que l'un des grands pères spirituels de Degmen Zavalia, donc pour Balenciaga, c'est Martin Margiela, hein, qui lui-même, dès les années 90, reprenait aussi, mais il n'était pas non plus le seul à cette époque-là, ces castings de rue avec des personnes qui ne sont pas justement, qui ne représentent pas tous ces normes de genre en fait qui globalement sont imposées par l'industrie de la mode, hein, puisque c'est aussi ça, je pense, un enjeu qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a cette dimension quotidienne du vêtement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, ce soir, mais aussi il y a des impositions, des dictats de la mode qui imposent justement des règles de masculinité et de féminité qui sont très contraignantes et de tout temps. Et donc je pense qu'il faut aussi envisager cette dimension-là. On parle beaucoup effectivement des défilés qui montrent en quelque sorte ce que va peut-être advenir la mode dans quelques années, mais il faut penser aussi à d'autres formes, d'autres corps qui doivent être intégrés dans ces récits de la mode. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une dernière question qui n'est pas la plus simple et pas la moins générale, peut-être en guise de première conclusion avant de vous donner la parole dans la salle. C'était en quoi aujourd'hui le vêtement est-il encore politique du point de vue du genre? En tout cas, on se plaît à le penser au Centre Hubertine Auclair. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas dans quel ordre. Qui c'est qui a envie de commencer? Christine, peut-être? Il est politique dans tous ses aspects, de la fabrication, les formes, le commerce, enfin, la symbolique, tout ça est politique. Le vêtement continue à fabriquer du genre, donc ça reste un enjeu politique. On aurait pu aussi se pencher sur certains groupes surexposés médiatiquement, comme les femmes politiques. Voilà, le vêtement des femmes politiques, c'est quand même aussi quelque chose. Ou des hommes politiques. Voilà, donc oui, c'est profondément politique. Je voulais revenir un petit peu en arrière sur l'unisexe. Il y a quand même toute une généalogie à faire du vêtement unisexe à partir de Rudi Gernreich
au tout début des années 70 aux États-Unis. Alors c'est vrai que ça a été beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en France, mais en France, il y a quand même eu Jacques Esterel dans les années 70, avant Jean-Paul Gaultier. Donc, bon, c'est un fil minoritaire, mais quand même très, très intéressant et qu'on peut étudier sous l'angle de la réception des réactions à ces transgressions par rapport aux normes de genre. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a rien n'égale dans les propositions actuelles l'audace de ces propositions de formes vestimentaires des années 60 et 70. En revanche, il me semble que ce qui change aujourd'hui, c'est que le discours, l'accompagnement avec des mots va plus loin. Ce qui me frappe, c'est l'ouverture de ces boutiques qui s'adressent à un public, par exemple, gender fluide, qui annonce une mode qui va au-delà du binarisme. Concrètement, dans les vêtements, je ne le vois pas tellement. Moi, je vois des t-shirts, par exemple, qui affichent un texte. Et donc, la transgression doit passer par des mots. Mais voilà, j'attends beaucoup des prochaines années parce que j'ai l'impression que cette nouvelle révolution vestimentaire s'approche avec forcément des formes nouvelles. Je ne sais pas si l'absolue nouveauté peut exister, mais en tout cas, à travers la diversité géographique, la diversité historique, ça doit être possible de trouver des formes qui évoquerait du neutre. Non, mais par rapport à la question politique, oui, bon, bien sûr, le vêtement reste politique dans la manière dont on nous propose de se l'approprier, selon les classes sociales, à quel point on peut négocier peut-être ou pas son genre, négocier justement l'idée de sortir d'un genre auquel on est astreint, qui est complètement inégal, donc, et qui est lié du coup à quel accès on a aux vêtements culturellement, est-ce qu'on a rien, quel magasin on a. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, d'un vêtement éco-responsable, c'est joli, mais qui y a accès, toutes ces questions donc font que le vêtement, pour de nombreuses questions et qui sont en intersection souvent avec le genre, reste importante. Et la mode en tant qu'industrie qui produit bien sûr des vêtements, mais surtout des images, puisque au-delà de s'approprier des vêtements, les gens peuvent les voir. Le défilé Balenciaga, voilà, il fait le buzz, les gens le regardent. Donc là, Demna Gvasalia a une responsabilité qui est haute, c'est quelle image je vais donner à voir aujourd'hui du genre, effectivement de la question de la race, de la question du corps qui serait différent, qu'est-ce qu'un corps qui serait pas dans la norme, et voilà, et de proposer peut-être une silhouette qui permette de réfléchir autrement, et en utilisant des médias et des techniques de communication de masse, eh bien c'est aussi intéressant de voir alors c'est bien sûr ça a des fins sans doute commerciales, mais c'est aussi il y a une autre responsabilité en tout cas de comment la mode met en image le genre et qui est extrêmement du coup politique aujourd'hui. C'est très visible. Question évidemment très difficile. Enfin, plus global, je pense qu'on a depuis le début parlé de cette question-là, en fait. Hein. On y a répondu. Moi, je pensais juste j'ai vu une campagne publicitaire que je trouvais assez intéressante il n'y a pas très longtemps, à Lyon, donc je ne sais pas si elle était aussi à Paris, qui s'intitulait « Mon style n'est pas mon genre ». Et je trouvais ça assez curieux. J'avais beaucoup de mal à comprendre précisément le sens de cette phrase. Et je pense que c'est aussi peut-être une des questions qui se posent actuellement, c'est qu'au-delà de l'image médiatique que renvoie la mode, comment nous-mêmes comment nous sommes porteurs en quelque sorte d'expression de genre, et comment on arrive aussi constamment à sortir d'un style imposé ou d'une manière qui nous enferme en quelque sorte dans des catégories. Et je pense qu'on est toujours sur une sorte de ligne de crête en fait, hein, toujours à chaque fois essayer de négocier, de renégocier face à un contexte qui est souvent très normatif, face à un contexte qui suit aussi, puisque la mode en tant que telle suit les tendances du moment, à essayer de toujours renégocier ces tendances qui sont aussi imposées globalement par l'industrie et qui se retrouvent au quotidien, puisqu'on voit
très clairement que la plupart des productions de fast fashion qui concrètement nous habillent à peu près tous, à moins que vous soyez ce soir habillés en Balenciaga et en Yves Saint Laurent, peut-être, hein, je ne sais pas, mais globalement on est voilà, dans des prix plus modestes, et donc cette image-là est toujours récupérée malgré tout par globalement ce qui est l'industrie du textile en général. Et donc on doit constamment jouer sur cette dimension-là, et en ce sens-là, nous sommes toujours tous, finalement, je crois, à avoir une attitude politique vis-à-vis du vêtement. Ce que je trouve important, en revanche, c'est d'en être conscient. Et c'est ça le grand problème, je trouve, globalement, c'est qu'on ne, utilisons ce terme à la mode, on ne conscientise pas la mode, on ne conscientise pas assez la manière dont on a nous-mêmes de porter des vêtements et de prendre conscience de tous les éléments au-delà même du genre, qui constituent justement notre apparence vestimentaire. On pourrait aussi parler par exemple de questions d'environnement, d'écologie, de responsabilité, ces questions qui vont aussi de pair avec cette dimension de prise de conscience de ce que l'on porte, de ce que l'on consomme, et donc de ce que l'on renvoie globalement à la société. Et en ce sens-là, être conscient, c'est être politique, et avoir une prise de conscience politique, à mon sens. Complètement. J'ai l'impression que Christine voulait réagir. Oui, parce que j'ai souvent pensé là à ce que Damien vient de dire, et je me dis souvent que si on était totalement conscient de tout le sens de nos vêtements, de tous les signaux que nos vêtements envoient, et pas seulement les signaux de genre, je crois qu'on pourrait plus s'habiller, et qu'on a besoin aussi d'une certaine inconscience pour continuer à aller habiller. Parce que les déterminations qui nous façonnent sont terribles, quoi. Et on est vraiment très, très conformistes. Alors, la déconstruction est importante et fondamentale et très amusante à faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a aussi un petit peu une limite humaine. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange. On va donner la parole à la salle et puis au chat, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous pour nos trois intervenantes et intervenants? C'est toujours la première la plus dure. Une question au milieu. Bonsoir. Vous avez évoqué en début d'intervention le bénéfice individuel qu'il peut y avoir pour certaines femmes à masculiniser leur apparence, notamment peut-être dans un cadre professionnel ou politique. On a peu évoqué les lesbiennes, et peut-être en particulier les butch, donc ces lesbiennes à l'apparence très masculine qui ont subi et subissent sûrement encore une violence particulière dans l'espace public, violence sexuelle, violence physique. Et donc, ma question, c'est n'y a-t-il pas quand même encore une limite à la virilisation qu'on peut tolérer de la part des femmes, et quelle est cette limite? Merci beaucoup. Est-ce qu'on en prend plusieurs ou on répond déjà à celle-ci? Christine? Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne l'a peut-être pas assez souligné. En tout cas, dans ce que je publie, c'est toujours central. Par exemple, dans mon livre sur les garçons, j'ai un tiers du livre sur les lesbiennes. Oui, il ne faut pas croire que la masculinisation des apparences... D'ailleurs, le terme masculinisation et virilisation pose problème, parce que généralement, ce sont les antiféministes qui emploient ces termes. Et ce ne sont pas des termes employés par les femmes concernées et par les lesbiennes. Donc, ça aussi, c'est un problème. Non, mais ce sont des apparences qui ont été vraiment, vraiment combattues, stigmatisées. Et je trouve qu'un des plus grands dommages aussi faits aux lesbiennes butch, c'est que leur image ait été privée de toute valeur esthétique. Et je pense qu'on en paie encore le prix aujourd'hui, que la beauté des butch et de leur look soit si peu
reconnu et existe si peu publiquement. Voilà, ça existe dans les cercles, dans les milieux lesbiens, mais assez peu au-delà. Et la caricature lesbophobe insiste énormément, en fait, sur cette virilité butch qui serait forcément laide. Et la femme en pantalon était, de toute façon, d'une manière générale, considérée comme laide. C'était une manière de dissuader aussi les femmes de transformer leurs pratiques vestimentaires et d'interroger les codes de la séduction hétérosexuelle, de dire c'est laid, hein, c'est laid. Ça a été très difficile et je crois que c'est toujours pas gagné de s'émanciper de cette valeur négative, de l'idée que c'est inesthétique. D'ailleurs, dans les milieux lesbiens aussi, on trouve ce préjugé. Hein, quand dans Lesbia Magazine, des petites annonces disaient camionneuse s'abstenir, ça montrait bien la force du préjugé. Et tout ça est construit. C'est quoi le beau, le laid donc ça, c'est vraiment une question fondamentale. Oui, puis on peut voir. J'aime aussi à souligner d'une autre manière l'apport des lesbiennes dans les transformations de la mode, parce que c'est quand même grâce à des controverses et grâce à des transgressions que les pratiques ont évolué pour toutes les femmes. Donc les lesbiennes ont souvent été à l'avant-garde des transformations politiques et aussi vestimentaires. Je pense aux chaussures plates, aux sacs à dos. Par exemple, dans les années 80 ou aux cheveux courts. Merci pour la question. On peut voir d'ailleurs ce que vous disiez sur le déni d'esthétique des figures lesbiennes butch. On n'en voit pas finalement dans la culture populaire encore, alors même qu'on a des entrées de personnalités LGBT dans des différents aspects de notre culture populaire, mais finalement, on aurait bien du mal à citer une figure butch dans notre culture actuelle. En France, en tout cas. Oui. Parce que dans un contexte américain, évidemment, heureusement qu'il y a justement des figures de visibilisation qui permettent justement aussi une acceptation plus globale par les médias, tout simplement d'une sorte de stéréotype qui en fait cache derrière tout simplement des êtres humains. Et donc je pense que cette dimension-là évidemment est très importante à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est par la visibilisation et en particulier médiatique que passe justement une acceptation alors à la fois individuelle, je dirais, puis après collective. Et malheureusement, justement, dans un contexte français, on en est loin. Il y a toujours cette invisibilisation et surtout, donc, on peut le dire encore, hein, cette sorte de placard médiatique hein, qui progresse, mais qui est quand même toujours très présent, en particulier au sujet des lesbiennes en général, dans les espaces médiatiques français. Alors après, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire l'espace médiatique à l'heure des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on parle que de la télévision qui est totalement en perdition, en fait, en train de perdre et des auditeurs et globalement une audience ? C'est aussi sa question qui se pose, c'est-à-dire comment peut-être rendre plus visibles ces dimensions-là dans d'autres contextes, en particulier des réseaux sociaux. Je pense que c'est une vraie conquête de demain. Et ça correspond encore une fois à cette nécessité de rendre la vie plus vivable globalement à beaucoup de femmes à tout niveau, hein, au niveau personnel, intime, mais aussi au niveau justement professionnel, social. Et malheureusement, encore une fois, la France n'est pas bonne école à ce niveau-là, je pense. Il faudrait beaucoup plus de femmes butch qui prennent la parole et qui soient beaucoup plus visibles dans les médias, je dirais. Non, je suis tout à fait d'accord. La déconstruction des stéréotypes, elle passe par une visibilisation qui est plurielle. Plus on montrera de butch qui ne sont pas essentialisés à un stéréotype aussi, plus on montrera que c'est complexe et qu'il y a plusieurs identités. Et pour revenir là-dessus, effectivement, la masculinisation, je pense que quand elle n'est pas au service d'un discours derrière qui est un contrat hétérosexuel, ça ne fonctionne pas. Là, en tout cas, dans la mode, les formes de masculinisation, elles fonctionnent parce que quelque part, les femmes sont limite encore plus désirables. Voilà, et c'est sur des corps, ça fonctionne sur certains corps aussi. Ça exclut beaucoup de corps. Ça, souvent, c'est pour des corps très minces et très maigres et pas pour le reste. Donc, oui, il y a encore du travail.
Et alors sur le langage, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors pour ne plus utiliser ces mots qui sont utilisés par les antiféministes? Si on veut plus parler de masculinisation, de virilisation, qu'est-ce qu'on dirait? Il faut leur poser la question. C'est à elles de s'auto... je veux dire, ce n'est pas à nous à imposer... en tout cas, moi, de mon point de vue personnel, comme on pourrait dire d'homme cis, j'aurais du mal à imposer un terme. Je pense que c'est aussi à ces différentes communautés, à ces différentes personnes, à elles-mêmes, justement, s'autodéterminer, en quelque sorte, et s'autonommer, si je puis dire. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Et ça touche aussi d'autres communautés, comme les communautés trans ou autres, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur le chat, apparemment. Je vais vous lire une question d'un ou une internaute. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement encore, l'expression fille manquée soit mal vue par rapport à l'autre expression qui est garçon manqué? De l'avis de l'internaute, la fille manquée est même très réprimée. Est-ce qu'on l'utilise vraiment, fille manquée? Ma grand-mère utilisait le terme de fille manquée, de garçon manqué, mais ma mère un peu moins, et moi plus. Peut-être que c'est un terme générationnel qui est potentiellement voué à disparaître ou à devenir une sorte de forme désuète du langage qui peut faire l'objet de réappropriation plus tard dans d'autres contextes. Mais à mon sens, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette question de fille-garçon reconduit toujours les stéréotypes de genre avec une féminisation qui est beaucoup plus négative qu'une masculinisation. À mon sens, ça reconduit toujours ce système d'inégalité et de domination du masculin au sens global sur le féminin. Une autre question dans la salle? Ah oui. C'est le protocole sanitaire. On change la Charlotte sur le micro. Je dis pour Christine. Très Covid safe, c'est bien. Au milieu. Bonsoir, j'ai une question. C'est pour ça que j'ai le micro, remarque. On a abordé à un instant la question de la jupe et du fait qu'aujourd'hui, ça restait de l'ordre du spectaculaire, de l'extraordinaire de voir un homme en porter. Et ça m'a amené du coup la question suivante. Est-ce qu'il existe des vêtements qui sont, je dirais, explicitement associés au genre féminin et qui ont traversé... qui ont été appropriés par le genre masculin, à l'image du costume pour les femmes ou le jean. Merci. Merci de votre question. Des éléments de réponse? Moi, je trouve que c'est une bonne question. Très bonne question. La jupe, en tout cas... je pense pas qu'elle en tout cas, elle n'est pas dans les pratiques quotidiennes. Elle reste dans un ordre à part. Je sais pas, peut-être certains corsages. Je réfléchis en même temps que je parle, c'est une catastrophe. Non, la mode s'en approprie, mais à chaque fois dans des cadres qui restent effectivement où le contrat de lecture, c'est exceptionnel, c'est spectaculaire. Donc on voit à quel point ça reste compliqué. Je pense même des garçons qui vont mettre des bijoux, ou alors qu'on met, quand le Vogue anglais met Harry Styles avec une grande robe en couverture de Vogue, alors c'est montré comme révolutionnaire. Encore une fois d'ailleurs, quel est le contrat derrière? C'est qu'Harry Styles, ça reste quand même un chanteur, un ex-chanteur pour jeunes filles. Il y a une espèce de contrat d'hétérosexualité encore derrière tout ça. Je sais pas quels éléments, effectivement, historiquement, s'il y en a qui sont parvenus à... Merci de m'avoir laissé le temps de réfléchir. J'ai essayé de combler. Voilà, exactement, merci d'avoir comblé. C'est très difficile à répondre. J'aurais peut-être une réponse, mais je ne suis même pas sûr, il faudrait vérifier dans le temps. C'est le maquillage.
On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une pratique qui, depuis l'Égypte ancienne, est à la fois pratiquée par les hommes comme par les femmes, et qui perdure en fait dans le temps, alors qu'elle devient maintenant une pratique féminine. Non, ça ne fonctionne même pas en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être la piste qui au contraire justement actuellement est de plus en plus pratiquée par les hommes, alors même que, enfin, il y a une oscillation. Il n'y a pas uniquement un emprunt de l'un à l'autre, je dirais. Si je prends l'exemple du maquillage ou même d'autres exemples, j'essaie d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus rare que dans le sens inverse. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Peut-être que Christine a une autre idée. Oui. J'ai peut-être une idée, c'est peut-être au niveau de la chaussure, toutes les chaussures à plateforme. Non, mais oui, là, on voit tout le monde à des Buffalo. Balenciaga fait des New Rock avec des Crocs. Et non, je pense que dans le glam rock, finalement, ça a été la chaussure, c'est passé par les chaussures à plateforme. Il y a peut-être quelque chose avec la chaussure. Christine, on reste sur la chaussure ? Ça bouge dans le temps. Les hommes à la cour de Louis XIV portaient des talons hauts et se maquillaient, voilà. Et parmi les premiers uniformes militaires, on a eu des uniformes rose fuchsia. Donc il y a aussi le code couleur qui est très important. Donc c'est l'arbitraire de cet encodage qui est très intéressant parce que ça peut s'inverser. L'important, c'est que ce soit désigné comme du masculin ou du féminin. Donc c'est le sens qu'on accorde aux vêtements et aux pratiques, les mots qu'on pose dessus qui comptent avant tout. Mais moi, la jupe pour homme, je trouve que c'est un phénomène qu'il ne faut pas réduire à Jean-Paul Gaultier, hein, si bien sûr il a joué un rôle très très important. C'est ancien, bon, ça existe dans beaucoup de parties du monde, ça a existé dans l'histoire de l'Occident également, ça existe chez les Écossais, c'est pas forcément féminin. Donc voilà, une jupe n'est pas nécessairement perçue comme féminine. Donc je me suis intéressée à l'association Homme en jupe dans mon livre Ce que soulève la jupe. Je ne pensais pas creuser à ce point-là la question de la jupe pour homme, mais ça fait quand même le dernier tiers du livre. Et je l'ai écrit il y a plus de 10 ans et je me demandais si ce phénomène allait se poursuivre. Ça ne s'est pas terriblement amplifié, mais j'ai l'impression que ça avance petit à petit. Il y a une marque qui s'appelle Hiatus qui fabrique des jupes pour hommes. Et dans le livre Dire le genre, j'ai écrit un article qui s'appelle Faire et défaire les marques vestimentaires du genre. Et donc, j'avais fait une petite étude sur Hiatus, sur les documents publicitaires. Et je vous cite juste une phrase d'une de ces publicités. L'accent est mis sur les jeux de surpiqûre qui renforcent et virilisent les jupes. Donc, voilà, il reste toujours, même si c'est le plus infime détail, comme des surpiqûres, il reste toujours du genre pour légitimer une transgression qui nous paraît majeure, la jupe portée par des hommes. Oui, question là-bas. C'était plutôt un témoignage qu'une question, mais peut-être vous allez pouvoir rebondir. C'est qu'une fois, je discute avec une femme trans qui me dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est être une femme butch. Mais je ne peux pas vraiment parce que sinon, les gens ils vont être perdus. » Voilà, c'est tout. Merci. La grande question comme on dit justement dans les communautés trans, le passing, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut expliquer, je pense. Il faut expliquer. Virgule, j'allais expliquer effectivement le passing, c'est-à-dire comment concrètement, alors dans ce monde passage, on arrive à, pour une personne qui justement passe grosso modo du masculin au féminin avec toutes ces dimensions évidemment de changement à tout niveau, hein, c'est-à-dire social, psychologique, biologique, sexuel, ou inversement du féminin au masculin. Il y a tout ce moment qui pose la question
évidemment de l'apparence et comment on appelle ça, des marqueurs, des rôles d'identité, des rôles de genre, en quelque sorte, d'un point de vue social. Et donc ce passing, c'est de se dire, dois-je convenir à ce que la personne doit comprendre de moi ou percevoir de moi dans la nouvelle identité que je souhaite atteindre, si on peut dire, même avec beaucoup de guillemets, ou du moins s'il y a un objectif final, hein, parce qu'il y a toujours différentes étapes. Et donc cette question se pose évidemment, doit-on correspondre et de la même manière, justement, à quoi doit-on correspondre? Et donc se pose la question de choix, en quelque sorte, d'identité de genre, qui sont assez intéressants et souvent d'ailleurs assez mal compris, assez mal perçus, justement, par la société, au-delà même du phénomène même de transidentité. Et je pense que donc cette dimension-là, donc à la fois la dimension, je dirais, de passage qui passe par différentes étapes, mais aussi d'image de soi dans un contexte social, est une sorte de double peine pour les personnes qui, justement, ont du mal à se situer dans telle ou telle catégorie, féminine ou masculine, mais au-delà de ça, dans différentes catégorisations, justement, liées à différentes identités sexuelles, homosexuelles, hétérosexuelles. Et dans ce sens, évidemment, c'est très complexe d'envisager ces questions pour ces personnes trans. Et globalement, ce qui est certain, c'est que le vêtement joue un rôle très important, bien entendu, puisque c'est un marqueur social, un marqueur de genre, et qu'il y a toute une variété, en quelque sorte, hein, qui correspond aussi à ce passage, parce que ce passage, ça peut durer plusieurs années, qui correspond aussi à toute une série de mutations, de complexités. Alors je dis ça encore une fois avec tous les guillemets et je dirais toute la distance que je peux avoir et en même temps toute l'empathie que je dois avoir aussi vis-à-vis de l'ensemble de ces phénomènes. Je trouve pareil, je peux pas parler je peux parler à la place de personne, mais aussi, le problème, c'est la binarité qui reste toujours présente quand on parle. C'est comme s'il y avait un genre une destination précise avec un code précis. Finalement, on peut choisir peut-être... Enfin, on peut... oui, enfin, il y a plein de choses qui peuvent poser barrière, mais l'idéal, ça serait de choisir une féminité de manière libre, et si c'est une féminité masculine, pourquoi pas. Enfin, et voilà, mais même là, je retombe dans le travers de la binarité. Donc, le vrai problème, c'est sortir de cette binarité, quoi. Christine? Une réaction ou une autre question, c'est possible aussi. Ouais, une autre question là. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur cette histoire d'idée que les femmes ont plus de choix dans les types de vêtements qu'elles peuvent choisir par rapport aux hommes, et notamment les hommes qui sont, en tout cas dans le cadre du travail, en costume cravate. Et est-ce que c'est pas un peu un choix empoisonné parce que du coup, qui dit choix dit aussi beaucoup de commentaires, enfin que ça peut porter à beaucoup de commentaires. Je vais avoir parlé des femmes politiques, cette femme politique dont j'oublie le nom, Duflot, Madame Duflot, et sa fameuse robe à fleurs, je crois. Et puis, donc les commentaires, et puis aussi le temps que ça peut prendre, je pense, aux femmes de choisir des vêtements, de s'en occuper, de les acheter, de dépenses que ça engendre. Donc voilà, sur une idée qui était un peu plutôt positive au départ, de dire que les femmes ont peut-être plus de choix, est-ce qu'au final, les femmes se font pas avoir quand même un peu dans cette histoire? Merci. Ouais, moi, je trouve qu'effectivement, le choix peut devenir une injonction. Il y a le piège de dire, d'avoir sous couvert d'un discours, vous avez le choix, mais en fait, quel choix? Est-ce que toutes les femmes ont le choix? Ça veut dire quoi, toutes les femmes? Est-ce que réellement, si vous avez un corps enfin voilà, vous pouvez être très vite sexualisé selon votre corps. Est-ce qu'on peut toutes mettre un chemisier de la même manière? Non. Comment on choisit, etc. Donc il y a plein d'enjeux, et le choix peut devenir rapidement une source d'angoisse finalement. Et en même temps, on vous dit que vous avez le choix. Donc effectivement, c'est une injonction qui peut être contradictoire, effectivement. Une libération. Et en même temps, c'est précieux et c'est délicieux d'avoir du choix et d'avoir de la diversité dans ces armoires.
moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes parler du fait qu'elles n'ont pas du tout la même journée selon qu'elles mettent un pantalon ou une jupe, selon qu'elles mettent des talons hauts ou pas. Et voilà, ça c'est de l'expérience vécue par beaucoup de femmes. La confiance en soi aussi que on va aller chercher dans le vêtement, mais quel qu'il soit, ça peut être un pantalon ou une jupe, c'est aussi une dimension vraiment fondamentale sans doute pour les femmes beaucoup plus que pour les hommes, parce qu'il y a chez les femmes une insécurité vraiment entretenue par le patriarcat sous le regard normatif, hein, le regard social. Et voilà, le vêtement, il est à la fois une source de souffrance, d'anxiété, une entrave, et un moyen de s'affranchir, de se libérer et de trouver de la confiance en soi, y compris par des moyens qui peuvent paraître paradoxaux et condamnables, parfois aussi par des féministes. C'est le girl power, les apparences hypersexualisées, dès lors qu'elles sont choisies. Alors, c'est quoi un choix dans une société comme la nôtre, qui est à la fois une société patriarcale, une société de consommation? On peut discuter de la notion de choix, mais en tout cas, ce qui est réel, c'est chez ces femmes le sentiment de gagner de la confiance en elle-même et de pouvoir affronter diverses difficultés de la vie en étant mieux armée. Alors armée de talons hauts, armée de ceci, de cela, d'un jean, ça prend toutes sortes de formes, justement, des formes diverses. Il n'y a pas un uniforme. La notion d'uniforme est très très importante parce que voilà, les femmes n'ont pas vraiment d'uniforme, contrairement aux hommes. Moi, je donnerais juste un point de vue masculin, c'est-à-dire globalement l'ennui quand on fait du shopping, quand on est un homme, je dois le dire aussi, alors même que personnellement j'ai un vrai plaisir, je pense que c'est aussi important de le rappeler, enfin de le dire en tout cas, quand on réfléchit, quand on étudie la mode, on a aussi un plaisir dans le vêtement, dans l'appréciation de différents aspects de matière, de coupe et de choix, et malheureusement dans le contexte du vestiaire masculin, des fois les choix sont assez restreints. Et donc à l'inverse, on est aussi assez tenté malheureusement de céder par facilité parfois, mais aussi de constater que, alors ça change depuis quelques années heureusement, mais de constater qu'effectivement la diversité n'est pas forcément au rendez-vous dans le vestiaire masculin, et que dès qu'elle est au rendez-vous, alors heureusement elle a été un petit peu justement bousculée par le sportswear globalement, je dirais depuis les années 80, mais globalement on est toujours dans cette injonction effectivement en fonction de son statut socio-professionnel de devoir porter un uniforme très contraignant, et c'est aussi une des questions assez intéressantes lorsqu'on s'intéresse justement dans les études sur la masculinité. On parle en particulier au 19e siècle, un chercheur, un historien de la mode anglais parle du consommateur caché, the hidden consumer, qui parle précisément de l'homme en fait, qui à la fois se cache de sa consommation, mais doit bien entendu se vêtir. Et donc cette question-là se pose constamment, c'est-à-dire de comment aussi assumer une certaine forme de raffinement, d'écart, comme on parlait à propos du dandisme, justement d'écart subtil dans le vêtement. Et je pense que c'est aussi une question importante pour les hommes que d'arriver aussi de s'affranchir de ces règles, mais plus globalement de s'intéresser à son apparence. Et je pense que c'est souvent par paresse que les hommes ne s'y intéressent pas ou peu, et laissent à chaque fois aux femmes la capacité de pouvoir avoir des choix, alors que les hommes pourraient avoir plus de choix en fonction des demandes qu'ils formuleraient. Puisqu'on voit récemment, notamment justement avec l'évolution de l'industrie de la mode masculine, qui a eu il y a à peu près une quinzaine d'années, une sorte de pic. À un moment donné, on s'est dit, tiens, en fait, on peut aussi donner du choix aux hommes. Et ce pic est un peu retombé, en fait. Je parle surtout dans l'industrie du prêt-à-porter. Et c'est un peu retombé parce qu'on voit que les hommes, malgré tout, cèdent à une forme de facilité et de normes, en fait. Mais cela, évidemment, ce sont des considérations assez larges. Et heureusement, il y a des exceptions qui permettent quand même de nuancer cette dimension, des fois, de réduction, de simplicité de l'apparence vestimentaire masculine. Une dernière question. Alors, excusez-moi, monsieur, en fait, nous allons prendre une dernière question ici.
Et Bonsoir. Alors, juste, je voulais rebondir sur le commentaire sur Esther Duflo, etc. Et je trouve effectivement qu'il y a un rapport... Enfin, il y a un poids de la norme pour les... Enfin, tout de suite, ça m'a rappelé le cas de Jack Lang en Mugler dans les années 80-90. Donc je pense qu'il y a beaucoup de frilosité de la part des hommes aussi parce qu'il y a une norme assez forte qui pénalise tout écart d'un modèle assez classique. Mais en gros, moi, ma question, c'était plus par rapport au sujet de la conférence, donc de dégenrer le vêtement, etc. Et je me demandais si le seul horizon était l'unisexe, l'indifférenciation, le neutre, parce que ça a été abordé plusieurs fois. Ou est-ce que, qui, à mon sens, nie aussi certaines différences morphologiques, de construction qui sont, c'est quand même des corps différents qui n'ont pas les mêmes contraintes. Voilà. Et donc je me demandais, est-ce qu'en fait ça se situe pas plus au niveau des valeurs qu'on attache aux vêtements, de la liberté qui dérange à mettre telle ou telle chose. Merci. Est-ce que le neutre est le seul horizon ? Ça vaut pour plein d'autres choses que le vêtement d'ailleurs. Personne. Je sais pas, moi je répondrais que non, que c'est plutôt un modèle neutre. On l'a vu, l'idéal du modèle neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire encore pareil. Qu'est-ce que le neutre ? Ça serait très maigre, c'est quoi encore ? Enfin, c'est plutôt de multiplier les propositions, c'est de démultiplier les genres, je pense, qui est plutôt une solution que de vouloir tendre vers un non-genre neutre. Donc voilà, et après, pour Jack Lang, avec son col Mao, Thierry Mugler, je pense que c'était ça. Donc là, c'était effectivement... d'autres débats, puisque là c'était, je pense, le débat d'appropriation aussi culturelle qui était problématique. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'exposition Mugler actuellement aux Arts Déco et qui l'ont exposée avec en même temps les commentaires qui avaient été émis à l'époque sur la tenue de Jack Lang, qui avait fait effectivement beaucoup parler d'elle. Et un petit peu avant, il y avait eu le premier député sans cravate. C'était un député socialiste en 1981. Il s'appelait Umberto Battista. Mais je ne ferai pas du tout de... Voilà, ça a fait un petit peu le buzz, mais je pense que ça remue beaucoup moins de choses que les premières femmes en pantalon à l'Assemblée, par exemple. Je ne symétriserai pas les deux types de transgression. Mais sur la cravate, voilà un beau symbole phallique. Je rappelle que la France, pour la présidence française, la dernière présidence française de l'Union européenne, la France avait jugé opportun d'offrir un petit coffret aux élus étrangers qui venaient donc pour la présidence française. Et dedans, il y avait une cravate. Donc c'était aussi intéressant de voir que c'était il y a, je pense, une bonne dizaine d'années, puisqu'on va reprendre la présidence l'année prochaine. Et donc, personne n'avait pensé au caractère genré et là aussi phallocratique de la cravate. Voilà un beau symbole que les femmes peuvent se réapproprier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais pour répondre à votre question, je dirais juste simplement aussi que cette question de l'horizon du neutre,
comme on l'a dit, c'est quelque chose qui n'est encore une fois pas nouveau, qui se retrouve dans l'histoire. On pense évidemment aux collections de Pierre Cardin dans les années 60, qui déjà évoquaient cela. Je pense qu'en fait, il faudrait faire une étude concrète, je dirais d'un point de vue plus économique et commercial, de savoir si tout simplement ces collections fonctionnent, si elles vendent. Et malheureusement, heureusement ou malheureusement, je dirais, il ne faut pas oublier que la mode, c'est avant tout une industrie. Et que l'industrie fonctionne à ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et que c'est un baromètre qui permet de comprendre si des tendances d'abord fonctionnent dans la société et puis si elles perdurent, parce que l'industrie continue à produire ce qui marche. Et donc, ça serait intéressant de voir à différents moments de l'époque, en particulier sur le XXe siècle, quand il y a eu, à partir justement des années 50 et 60, des tentatives de vestiaire unisexe, si concrètement ça a marché, si ces collections ont marché. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore d'études à ce sujet, par exemple sur les collections Cardin, qui peut-être que Christine, tu connais des études plus précises à ce sujet, mais ça serait intéressant de voir en fait si ça marche, et ça serait peut-être justement une manière de répondre à cet horizon de ce point de vue-là. Alors, on pourrait inverser tout à fait ce que tu viens de dire et penser que dans certains cas, la demande précède l'offre et qu'il y a même une forte résistance, par exemple, de la haute couture à une mode, pour les femmes, il y a une énorme résistance à une mode un peu plus neutre, un peu plus mixte. Au XXe siècle, la haute couture est quand même un bastion de la différenciation des genres. Elle a joué un rôle ultra conservateur par rapport au genre. Donc, je pense qu'il y a aussi des demandes qui ne sont pas satisfaites. Et sur le neutre, je suis en train de perdre mon idée. Ça, c'est un des projets de recherche, en tout cas, pour les États-Unis, de voir comment ça a fonctionné. Je pense que dans un premier temps, et on est peut-être encore dans cette période-là, ça reste assez militant, conceptuel. On parle de propositions sociologiques pour parler de ces collections, par exemple de tuniques ou de robes portables identiques pour les hommes et pour les femmes. Peut-être que ces collections-là n'ont pas eu un énorme succès, mais en même temps, dans la rue, justement, le jean se répandait aussi et commençait à être porté par les femmes. Donc, il y avait quand même des tendances de fond unisexes dans la société. Alors là, il y a une telle diversité. Là, la mode est tellement polycentrique que c'est vrai que c'est difficile de trouver des lignes de force. Mais puis moi, je ne suis pas du tout historienne de la mode. Mais si on regarde comment s'habillent en ce moment les femmes et les jeunes femmes, il y a quand même des évolutions par rapport à une cinquantaine d'années, ne serait-ce que le succès pour des chaussures de sport, des baskets au quotidien, c'est par rapport à tout ce que créent les talons hauts dans l'allure, la difficulté à marcher, les chevilles qui se tordent, l'érotisation créée par le talon haut, qui existe toujours, bien sûr, c'est toujours vendu, mais ça devient très, très exceptionnel. Il y a des révolutions comme ça qui suscitent, on dirait, pas tellement de commentaires, alors que j'ai l'impression que c'est quand même une tendance de fond. On va devoir s'arrêter sur la révolution de la basket. On me fait signe qu'il faut qu'on rende les studios. Merci pour ce duplex en direct d'Angers, Christine Barre. Merci à vous, Manon Renaud, Damien Delille. Merci à vous d'avoir été présentes et présents. Et puis à bientôt pour un autre événement du Centre Hubertine Auclair ou de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonne soirée. Merci.